Bonjour et bienvenue dans Push Start 02, la seule émission de Web TV belge entièrement dédiée aux jeux vidéo sur Internet, dans Internet belge Belgique. Cette fois-ci, qu'est-ce que nous avons à vous proposer? Eh bien, nous avons proposé notre habituel florilège délicieux des vidéos ludiques avec Megaman Maverick Hunter X sur PSP, Electroplankton sur DS et un jeu rétro, zombie, mais tout de suite, je teste de SingStar 80s sur PlayStation 2. Vous voyez, chez Sony, quand il est question de promotion et de publicité, on est vraiment très très fort. Enfin, ils sont vraiment très très forts. Comme par exemple ces gens censés représenter des joueurs de jeux vidéo. Je trouve qu'ils en font un peu beaucoup, mais peut-être jouent-ils aux jeux vidéo. Loin de moi l'idée de porter un jugement purement vestimentaire et cosmétique sur leurs habiletés et leur capacité à jouer. Donc vous voyez, une belle petite interface, bien classe, comme Sony sait les faire, et vous verrez que l'argent de Sony dans SingStar 80s, un des nombreux jeux de cette série, se voit à tous les instants, comme par exemple ce clip d'Imagination, un fameux groupe disco des années 80 qui vous est proposé dans son intégralité. Rares sont ceux qui à notre époque ignorent que SingStar n'est pas le premier jeu de karaoké au monde, d'ailleurs ce n'est pas le cas. Le premier jeu de karaoké au monde c'est Karaoke Revolution qui crame le titre de Sony d'un an, et a la particularité d'être sorti sur GameCube, PlayStation 2 et Xbox, lui. Par contre, la sélection est beaucoup moins bonne de musique, et quand on voit la sélection de musique relativement foireuse qu'il y a dans ce titre, on se dit que ça ne pouvait pas vraiment aller plus mal, et ben si, ça pouvait. J'adore Imagination, je sais pas m'expliquer pourquoi. Alors, le système de chant est assez peu précis. Dans les premiers opus, on dirigeait le chant à un octave près, c'est-à-dire un octave plus haut, un octave plus bas, ça allait. Ici, c'est juste le pitch et la variation de volume qui est prise en compte, ce qui est un peu con, mais ce qui permet de chanter en disant un peu n'importe quoi comme Dégalegatan, ohé, ohé, et que ça joue. Magnifique. La présentation est, comme vous le voyez, relativement simpliste, mais elle fait très bien son boulot. Et pour dire un peu de mal, parce qu'il faut dire du mal, où est la bonne musique? Je veux dire, il y a une vingtaine de titres et le meilleur truc dans l'eau c'est du Blondie. Je dis pas que c'est mauvais Blondie, loin de moi cette idée, mais quand c'est ce qu'on a de mieux dans tout un jeu, ça veut dire que généralement le reste est assez cheap, c'est ça que je veux dire. Bon, il existe une version hit nordique de SingStar, je sais pas si vous le savez. Voilà. La première mauvaise idée c'était tester ce titre, et la seconde mauvaise idée c'est tester ce titre avec une laryngite. Parce qu'on n'entend rien de ce que je chante et ça m'énerve. Donc tout ceci pour vous dire que c'est un jeu très bien, qui fait peur aux gens. D'ailleurs j'ai proposé à mon caméraman d'y jouer. Il sait dire qu'il sait défiler ou comme un homme qui est fort peu courageux est vraiment vrai. Il sait vraiment défiler comme un homme fort peu courageux. Donc ça me fait penser que même si vous peut-être un jeu auquel il faut jouer uniquement bourré, mais je ne saurais trop le conseiller. Quand on est bourré, parce qu'on risque de renverser les trucs avec le micro et c'est dur. Donc, est-ce que ça vous donne pas une folle envie d'acheter exactement le même jeu sur PlayStation 3? Hein? Si? Non? Non? Megaman Maverick Hunter X est un remake sur PlayStation portable du fameux Megaman X sur Super NES. Vous ne serez pas surpris d'apprendre qu'effectivement les remakes dans la vie ça existe. D'ailleurs, si ça vous intéresse, il y a aussi Megaman Powered Up, un remake de Megaman 1 sur NES qui existe sur cette même console. Alors, il a été supervisé par Keiji Inafune, le designer de Street Fighter, un homme qui a travaillé sur Onimusha, et accessoirement le créateur du personnage Rockman. C'est le nom de Megaman au Japon. Parce qu'il rock, man. Alors, au menu, des magnifiques graphismes en 3D. C'est une des premières fois que la 3D réussit vraiment Megaman. On se souvient tous, des atroces jeux sur PlayStation, des atroces jeux en 3D sur N64. Bref, on s'en souvient tous, c'était de la merde. Alors, malheureusement, ce jeu a un peu souffert il est tombé au mauvais moment. C'est-à-dire que à ce moment-là, les jeux PSP ne se vendaient pas, je n'arrive pas à m'expliquer pourquoi. Et qu'il a tué avec lui toute chance de voir un remake d'un autre jeu de la série apparaître sur cette magnifique portable rutilante et scintillante et qui prend des taches de doigts. Comme vous pouvez l'entendre, les doublages sont extraordinaires.
d'une qualité exquise. Les cutscenes sont magnifiques. Non, je déconne, c'est vraiment très foireux. Mais au moins, la musique est extraordinairement bien mixée, je trouve. Elle garde ce petit côté péchu et électro que les bonnes bandes originales de chez Capcom ont toujours et ne foirent jamais. Bon, évidemment, on pourrait reprocher à vouloir trop scénariser le jeu pour un jeu qui n'est après tout que le 50 et quelquième d'une série apparue en 1987. Je ne plaisante pas. Il y a plus de 12 opus dans la série Mega Man X à elle toute seule. Je regarde mes notes, oui, je ne me trompe pas. On remarquera par exemple que l'invincibilité post-hit, donc après un coup des boss, est un peu plus longue, ce qui n'est pas déplaisant, parce que quand on connaît le jeu, on le finit en 6-7 heures, pour vous donner une idée. Je l'ai fini en 6-7 heures, je ne suis pas un génie de Megaman, soyons très francs. Écoutez-moi cette musique, quoi. Bon, il faudra, évidemment, je présente mes excuses pour la qualité relativement foireuse de l'audio et de la vidéo, mais vous me connaissez, ich bin eine barbare. Donc, un jeu long, non, un jeu court, mais qui plaira aux fans. C'est-à-dire que, même si vous êtes fan, vous aurez probablement encore plaisir à jouer à ce titre. Pour la simple et bonne raison que les challenges ont été déplacés, les capsules où Megaman peut récupérer des pouvoirs supplémentaires de l'ordre un nouveau bras pour tirer mieux, des nouvelles jambes pour courir plus vite, tout ça, ont été bougés, de manière à ce que ça vous présente un quelconque intérêt. Regardez, par exemple, là, j'utilise le casque pour casser des rochers avant qu'ils se transforment en monstres, ce qui est une fort bonne idée. On vous propose aussi un nouveau personnage, Vile, qui était un vague second couteau et qui est maintenant, somme toute, un vrai personnage. Son système n'est pas extraordinaire, mais il a ses propres musiques, son propre gameplay, et c'est vraiment un bonus. Donc si vous aimez les Megaman, vous aimerez Megaman Maverick Hunter X sur PSP. Dans le cas contraire, désolé. La mer, berceau de la vie pour des milliers d'espèces, toutes plus différentes et bizarres que les autres. Parmi celles-ci comptons les électroplanctons. Électroplancton est un titre sorti en 2005 et 2006. 2005 en Amérique et au Japon et 2006 dans l'Union Européenne. C'est un titre avec une spécificité, ce n'est pas vraiment un jeu vidéo. En effet, Toshio Iwai, son créateur, est un artiste japonais dont le travail s'axe sur deux champs complémentaires, les médias interactifs et les installations. Après avoir créé des automates durant son enfance, Iwai s'est spécialisé dans l'incorporation dans son œuvre du spectateur, ou du moins, de sa participation. À son palmarès, on peut compter le fait que son Time Stratum a gagné en 1985 le Gold Prize du High Technology Art Exhibition de Shibuya à Tokyo. Son œuvre majeure a d'ailleurs été créée pour notre plat pays. Another Time, Another Place fut installée à la Centralstation d'Antwerpen. Cette installation, avec 30 caméras, proposait de mettre en scène les voyageurs via un système informatique, chargé de modifier ces images en temps réel pour ensuite les projeter sur 30 moniteurs qui permettaient aux spectateurs de se mirer, de manière déformée et ou avec des effets de time shifting et tout ça. Parlons aussi des jeux vidéo. Car Toshio Iwai n'en est effectivement pas à son coup d'essai. Il a été responsable de Otoki sur NES, un shmup un peu foireux, avec pourtant un système sonore innovant. C'est-à-dire que c'était le premier jeu à musique procédurale créé en temps réel. Il est aussi responsable de SimTunes, qui était publié par EA à une époque où Electronic Arts c'était vraiment une autre chose. Mais concentrons-nous sur le titre. Electroplankton vous propose 10 mini-jeux, dont 2 qui se jouent avec le micro et tous les autres qui s'activent avec une utilisation du micro ou de l'écran tactile, c'est-à-dire qu'il y en a un qui utilise les deux, 2 qui utilisent uniquement le micro et les 7 autres qui se jouent uniquement à l'écran tactile. C'est-à-dire que c'est, comme vous le voyez, on peut créer du son, c'est même le but, un son qui va de riche et vibrant comme ici à un peu 8 bits, un peu 8 bits et NES dans d'autres trucs. Les sons produits sont de l'un dans l'autre toujours satisfaisants. Ils sont riches, efficaces, chauds. On a envie de les écouter, on a envie de jouer avec. Ça, c'est pas un problème. Par contre, la question qui se pose, c'est est-ce que c'est un jeu? Je n'en sais rien. C'est un peu comme dire qu'un ballon est un jeu en lui-même. C'est un peu l'interaction qu'on a avec celui-ci qui est amusante. En tout cas, je conseille Electroplankton. Et ne serait-ce qu'essayer Electroplankton est déjà une preuve d'ouverture d'esprit et peut-être même
un signe de volonté de voir les jeux vidéo évoluer d'un simplement un divertissement à peut-être un jour une forme d'art qui se tiendrait entre le cinéma et la musique et qui n'essayerait pas de singer l'un ou l'autre. Comme par exemple, je ne sais pas moi, Metal Gear Solid 3 qui essaye d'être un film sans jamais y arriver, qui n'y arrivera probablement jamais. Non, je plaisante. On y arrivera un jour, mais est-ce que c'est le but? Donc, essayez Electroplankton si vous le pouvez, et si vous n'aimez absolument pas, ne essayez-le quand même, pour vous confirmer le fait que vous l'aimez ou pas. Je ne peux que le conseiller, en fait. Par contre, est-ce que ça vaut 45 €? Moi, je dirais non, parce qu'on en a fait le tour en 2 heures, et que d'une manière ou d'une autre... si on ne se fatigue pas à chaque fois renouveler son expérience, c'est toujours la même chose. Wally voilà. Ah, je suis désolée. Mais je ne sais absolument rien. Je ne peux rien pour vous. Laissez ça, vous. On dirait que la petite demoiselle foutait le camp avec des slips de rechange. Qu'est-ce que ça veut dire, hein? Où alliez-vous, mademoiselle James? Le plus loin possible. C'est quoi ça? C'est personnel. Il doit y avoir un magnétoscope quelque part. Ah, ah voilà! Princesse, c'est peut-être bien pour la dernière fois que je te parle. Et je veux te dire certaines choses que je n'avais jamais dites à quiconque auparavant. Ouais, c'était le bon vieux temps quand on tuait les gens avec des armes. Mais t'es jaloux, c'est ça? Courez vers la porte! Là, courez! Ah ah. Un jeu wouf wouf. Qu'est-ce que c'est donc? Pan. Zombies Ate My Neighbors en version américaine, Zombies en version européenne, un jeu de Mike Ebert, sorti entre 93 et 1994, 93 en Amérique sous le titre original et en 1994 dans la version européenne censurée que je vais vous montrer. Ne vous inquiétez pas, la censure est pas exactement velue, c'est juste des tronçonneuses qui sont transformées en haches, excusez-moi du peu. Donc, il est rare d'ailleurs de voir un titre LucasArts édité par Konami à l'époque sur console. Par exemple, ce ne serait jamais arrivé à un jeu Star Wars ou Indiana Jones. Sauvez les voisins dans niveau 1, Zombie Panic. Ce jeu, qui est sorti l'année de Day of the Tentacle, est un run and gun qui met en scène Zek et Julie, deux gamins poussés au milieu d'une situation cocasse, l'invasion de leur petite faubourg stupide par des zombies et d'autres types de monstres sortis des films. Bon, ne vous inquiétez pas, ils vont s'en tirer. Alors on remarquera quand même le fait qu'il faut sauver les voisins. Sauver les voisins pour faire apparaître... Oh, regardez, comme dans Shaun of the Dead. Wouh! Ouais. Sacrément bon film. Il faut donc sauver ses voisins pour faire apparaître une porte magique dans laquelle on peut s'engouffrer de manière à sauver sa peau. Ce qui permet de décompter les gens qu'on a sauvés et peut-être même de rapporter des points bonus qui permettent ensuite d'avoir plus de gens à sauver, qui permettent d'avoir plus de points bonus. C'est fou, hein. Alors, comme vous avez remarqué, ils n'ont pas le personnage c'est le principal personnage que j'ai pris, c'est Zek. Et après, vous verrez Julie. Non, pour se défendre, ils ont des armes, mais ils n'ont pas n'importe quel type d'arme non plus, hein, parce qu'il faut pas déconner, on n'attaque pas un zombie, une momie, une créature du lagon bleu, comme on le ferait n'importe quel petzouille, hein, faut bien se rendre compte. Donc là, ils utilisent principalement des ustensiles de cuisine, des extincteurs, des usines à eau, pas à eau sacrée, juste à eau, des taille-haie, des couteaux, des fourchettes, des... distributeurs de neige carbonique, enfin des trucs pour éteindre les feux, vous voyez, la neige carbonique, des tailles et tout ça.
Bref, une croix consacrée, des trucs comme ça. Et quand on voit le nombre d'ennemis contre lesquels on se bat, on peut se dire que vraiment on est prêt à user de toutes les substances illicites qui sont à votre disposition pour se transformer en gigantesque monstre. Sans doute une petite référence littéraire et au Dr Jekyll et Mr Hyde de Louis Stevenson. Sans doute. Car au point de vue des références, on va remarquer que ce jeu n'en est pas chiche. Effectivement, il n'hésite pas à parodier d'autres titres, comme par exemple la série Castlevania, parce qu'il faut savoir que le vampire dans ce jeu s'appelle des zombies, il y a une référence à Vendredi 13, il y a une référence à Them, c'est-à-dire l'invasion des profanateurs de sépultures en version française, mauvaise traduction de Invasion of the Body Snatchers, qui est un foutrement bon bouquin avant d'être un foutrement bon film que je vous conseille aussi. Alors, je relis mes notes, hein, parce que en fait à chaque fois que j'ai un petit trou comme ça, c'est que je relis mes notes. Quels sont les pires points de ce jeu? Eh ben, en soi, l'ambiance est parfaite. Vous entendez les musiques, les graphismes stylisés, c'est la grande classe, la très grande classe LucasArts sur console, un truc qu'on a rarement vu depuis. Par contre, le principal mauvais point de ce jeu est hyper casse-pied. C'est une collision de détection qui est vraiment foireuse. C'est-à-dire, je m'explique. C'est dur de tirer sur les gens, c'est dur de les éviter. Et c'est encore plus dur de ramasser certains objets, parce qu'ils sont placés au pixel près avec leur masse de collision, c'est-à-dire la place physique qu'ils occupent dans le jeu est beaucoup plus courte que la place qu'en fait ils représentent à l'écran. C'est-à-dire que le sprite, le dessin en 2D n'est pas exact aux masses de collision. Une chouette petite référence aux nombreux films de Bela Lugosi. Non, c'était pas Bela Lugosi dans la momie, hein. C'était Karloff, hein. Ouais, c'était Karloff. Donc ces problèmes impliquent un tir approximatif et des passages obstrués qui semblent accessibles. C'est-à-dire que de temps en temps on voit un petit interstice, on dit « Ah, je vais passer dedans, et on sait pas. C'est assez ennuyeux. Vous allez voir, j'en ai laissé un morceau dans la fin. Pas là, mais plus tard. Alors on remarque aussi que le gameplay est particulier, c'est-à-dire qu'il est possible d'avoir une influence sur le décor, c'est-à-dire faire des trous dedans et passer à travers, ce qui est quand même déjà fort novateur pour l'année 1993. C'est un truc que je trouvais intéressant à bien remarquer. Or, on peut reprocher aussi le recyclage constant des décors, des ennemis, des victimes, mais c'est pas grave, ça nous rappelle juste l'âge de ce charmant titre, mais par exemple là on se dit « Ah, je pourrais passer », ben non, on peut pas. On en remarquera la censure en Europe. Donc les Jason sortis de Vendredi 13 que vous avez vu en fait sont nantis de coupe et électrique de type tronçonneuse et là ils ont juste une hache. Et je crois pas qu'on puisse dire grand chose d'autre parce que finalement la censure était très très légère avec ça. Je veux dire, les Allemands et leurs techniques de censure folles ne sont pas passés sur ce titre. On remarquera qu'il y a un niveau utilisable en faisant le code BCDF qui s'appelle Day of the Tentacle. L'humour LucasArts est toujours présent. C'est un jeu LucasArts de la grande époque. Il me semble peut-être important de dire qu'il y a 55 niveaux, et quel meilleur moyen de se dire au revoir dans un jeu sur les zombies que de se transformer en zombie soi-même. Allez, à bientôt.